Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre, on est sur une vidéo deep dive et on est encore sur le thème d'Halloween. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur Chucky et j'avais pas prévu de faire d'autres deep dives sur le thème un peu Halloween. Je voulais juste faire Chucky parce que je suis une grande fan de Chucky. Et en fait, pour faire mes recherches pour cette vidéo-là, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Cici's World. D'ailleurs, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à les suivre parce que franchement, il est trop drôle et il fait un travail incroyable sur ses vidéos, sur ses recherches. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ses vidéos pour faire mes vidéos. Et donc, suite à mes recherches sur Chucky, ils m'ont proposé des vidéos de Cici's World sur Saw. Et vu que j'aime bien Saw et je les ai tous vus, ben, j'ai regardé les vidéos. Et à force de regarder une dizaine de vidéos sur Saw de Cici's World, je me suis dit, bah, il y a de quoi faire une vidéo sur ma chaîne. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de Saw. Donc dans la même idée de ce que j'ai fait dans la vidéo de Chucky, je vais vous résumer l'histoire des films puisqu'il y a 10 films en tout, mais je vais vous résumer vraiment l'histoire de John Kramer, donc dans l'ordre chronologique de la vie de John Kramer et pas dans l'ordre chronologique des films, parce que pour ceux qui ont vu les films, ça va un peu dans tous les sens, donc je vais essayer de vous résumer tout ça et de faire en sorte que ce soit assez clair pour vous. Donc comme pour la vidéo sur Chucky, s'il y en a qui veulent pas se faire spoil pour l'histoire de Saw, des films, et bah je vous invite à suivre le timecode et à suivre les chapitres et passer directement au chapitre d'après. Donc après avoir fait le résumé, le gros résumé de cette franchise, je vous donnerai des facts et je vous expliquerai comment ce projet a été créé et comment il a évolué avec le temps. Voilà, cette intro est déjà très longue, donc on y va avec le résumé. Donc John Kramer, avant de devenir le psychopathe qu'il est, il était ingénieur civil et il avait créé The Urban Renewal Group avec son associé qui s'appelait Art Blank. Un peu plus tard, il va rencontrer sa future femme Jill Tucker, qui elle travaillait dans un centre qui avait pour vocation d'aider les gens qui étaient addicts en fait, à les aider à se remettre. Un peu plus tard, Jill va finir par tomber enceinte, sauf que malheureusement, un soir, elle va partir tard du centre et il y a un des patients du centre qui s'appelle Cecil qui va arriver et qui va un peu lui forcer la main parce qu'il voulait aller prendre des médocs dans le centre et elle va pas le laisser faire et du coup il va la pousser et écraser une porte sur son ventre et elle va donc perdre l'enfant. On apprendra plus tard que ce soir-là, Cecil, il était pas seul, il était accompagné d'Amanda, qui était une autre patiente du centre. Et bref, donc suite à cette agression, comme j'ai dit, Jill, elle va perdre son enfant et John, il va plus jamais être le même suite à ça parce qu'il voulait vraiment de l'enfant, il l'attendait vraiment avec impatience. Et donc, le fait d'avoir perdu l'enfant, ça va vraiment l'éloigner de plus en plus de sa femme jusqu'à ce qu'ils se séparent en fait. Par la suite, il va être diagnostiqué d'un cancer qui va être vu comme incurable et donc il va tomber en dépression et il va même essayer de se tuer. Et donc après avoir survécu à cet accident, il va entreprendre une nouvelle mission qui va être de faire en sorte que les gens ressentent ce que lui il a ressenti, c'est-à-dire d'avoir un nouveau goût pour la vie en fait. D'avoir été mis dans une condition où tu as un accident de voiture et tu es sur le point de mourir mais que finalement tu survis, lui ça lui a donné un goût pour se battre et il veut donner ça aux autres. Il veut que les gens qui ne profitent pas assez de leur vie, qui ne sont pas assez reconnaissants de leur vie, ils changent d'avis. C'est comme ça qu'il va devenir Jigsaw du coup. Et donc il va commencer par punir. Pour lui c'est faire renaître. Parce que lui se voit vraiment comme un dieu, je sais pas si c'est le terme, ou un prophète, je ne sais pas. Mais pour lui il a l'impression de faire quelque chose de bien, tu vois. C'est clairement pas le cas. Mais donc il va commencer par punir Cecil, évidemment, vu que c'est à cause de lui qu'il a perdu un enfant. Et Cecil, il va s'en sortir du jeu, mais il va pas avoir respecté les règles et il va essayer de s'attaquer à John. Et donc John, il va se pousser et Cecil va tomber dans une nouvelle machine et ça finira par le tuer. Plus tard, toujours, pendant une épreuve qui opposera 5 candidats, il y aura un des candidats qui va pas se réveiller au moment où il était supposé se réveiller. Et donc John, il va venir le sauver. Les autres participants vont penser que ce personnage est mort, alors qu'en fait John il va venir le sauver parce qu'en fait s'il s'est pas réveillé, ce candidat, c'est à cause de John, c'est qu'il avait trop dosé les médicaments. Et donc John il s'est dit, c'est pas à cause d'une erreur à moi que le mec mérite de mourir, c'est pour ça qu'il le sauve. Et cette personne c'était Logan Nelson qui lui avait été choisi par John Kramer pour faire cette épreuve parce que lui-même s'était trompé et il avait inversé le nom de John Kramer avec un autre patient au niveau des radios du cerveau. Donc ça veut dire qu'il aurait pu être diagnostiqué d'un cancer beaucoup plus tôt. Mais du coup John il s'est dit, il a fait une erreur, j'ai fait une erreur,
ça s'équilibre et du coup Logan Nelson ça va devenir son premier complice. Sauf que Logan Nelson, si j'ai bien compris, il va finir par aller à l'armée, donc on va pas le voir avant le 8e film du coup. Et dans le 8e film, il va reproduire l'épreuve qu'il était supposé vivre en fait. Vous savez cette épreuve du coup, je vous ai dit qu'il y avait 5 candidats, ben, il va reproduire la même épreuve en s'inspirant du coup de Jigsaw de John. Donc après avoir fait déjà plusieurs épreuves, il va entendre qu'un homme reproduit ces épreuves en se faisant passer pour lui du coup. Sauf que c'est pas lui, il le sait puisqu'il sait qui il met à l'épreuve et donc il va entendre parler d'une histoire où tout est fait comme si c'était Jigsaw alors que c'est pas lui. Et du coup il va traquer cet homme et cet homme c'est Mark Hoffman qui avait utilisé du coup les mêmes styles que Jigsaw pour punir l'homme qui avait tué sa sœur. Sauf que la différence, c'est que Mark Hoffman, il n'avait pas laissé la possibilité à la personne de survivre, alors qu'une des règles principales de John Kramer, c'est qu'ils doivent toujours avoir une chance de survivre. Ils doivent avoir le choix, en fait. John va retrouver Mark, il va lui dire « L'intention était bonne, mais t'as pas fait exactement les choses bien, donc laisse-moi te former. » Et c'est comme ça que Hoffman deviendra son 2e apprenti. Toujours un peu plus tard, John, il va entendre parler qu'un homme qui s'appelle Bobby Dagan, il va prétendre avoir été une des victimes de Jigsaw et il va écrire un livre pour justement vendre en mode oui je suis une des victimes de Jigsaw alors que c'est pas du tout le cas. Du coup John il va aller le rendre visite à cet homme et il va lui dire le mensonge c'est pas bien. Et par la suite, Bobby Dagan, il sera mis à l'épreuve dans le 7e film, donc Saw 3D, et il sera mis à l'épreuve par Mark Hoffman, puisque dans le 7e film, John est déjà mort. Donc, après ce fut au tour d'Amanda de passer sous les épreuves de Jigsaw. C'est d'ailleurs la première épreuve qu'on voit dans le premier film, Saw. Et du coup, Amanda, elle va réussir, elle va s'en sortir de cette épreuve et elle va aller voir la police pour leur dire qu'elle, elle est super reconnaissante de Jigsaw et que grâce à lui, elle s'est rendue compte que sa vie en valait la peine. On le saura pas directement tout de suite dans le premier film, mais nous, on apprendra par la suite quand Amanda était de coup devenue la 3e disciple de John Kramer et qu'elle a participé à la fameuse épreuve du premier film et aussi aux autres. Et donc dans cette fameuse épreuve du premier film, il va y avoir 2 personnages, 2 candidats, Lawrence et Adam. Lawrence, c'était un des médecins qui avait annoncé à John Kramer qu'il avait un cancer et d'après John, ils n'avaient pas assez de tact et donc ils méritaient d'être punis. Chercher la logique. Et Adam, c'était un photographe qui prenait des photos des gens à leur insu pour d'autres personnes en fait. Et donc John, il a décidé de mettre Adam à l'épreuve parce qu'il s'intéressait trop à la vie des autres et pas assez à la sienne. Mais John, est-ce que c'est pas ce que toi t'es en train de faire? Pourquoi j'essaie de trouver des justifications à un psychopathe? Et donc à la fin de cette épreuve, parce que je vais pas tout vous raconter, enfin je suis obligée de faire un condensé, Adam, il va pas réussir à survivre, va se faire enfermer par John Kramer. John s'était mis au centre de la scène parce que c'est important qu'il y ait toujours une personne qui fasse partie de l'épreuve pour veiller à ce que les règles soient bien respectées. Adam, il va être enfermé, donc il sera encore vivant à la fin du film, sauf qu'on saura un peu plus tard que Amanda, elle va venir abréger les souffrances de Adam en l'étouffant. Donc Adam ne survivra pas. Lawrence, quant à lui, il va réussir à s'échapper puisqu'il va couper sa cheville, son pied. En même temps, ça s'appelle saut, fallait s'en douter. Et donc il va essayer de s'échapper. Et John va le retrouver, il va le soigner et vu qu'il va apprécier le fait que Lawrence s'est vraiment battu pour survivre, ça va du coup devenir son 4e disciple, c'est ça. Sauf que lui, contrairement aux autres, il va être gardé secret. En gros, Mark et Amanda, ils vont pas être au courant que Lawrence était devenu un complice. Le docteur Gordon, Lawrence, il va participer aussi à des épreuves. C'est lui qui va réaliser toutes les opérations qui nécessitent de s'y connaître un peu en chirurgie, genre placer une clé derrière un œil. Faut un professionnel, tu vois. Entre-temps, il entendra parler de médecins à l'étranger qui ont des nouvelles méthodes innovatrices et qui arrivent à guérir d'un cancer. Et même si son assurance, elle veut pas prendre en charge, d'ailleurs, l'assureur sera lui-même mis à l'épreuve dans d'autres films. Bref, il va quand même y aller, il va aller à l'étranger pour se faire opérer. Suite à l'opération, il va vouloir retourner voir ses médecins pour les remercier de leur travail. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'en fait, il s'était fait avoir, qu'il s'était jamais fait opérer. Ils avaient fait semblant, il lui avait mis un genre de bandeau autour du crâne et qu'il s'était pas du tout fait opérer. Et donc, il va évidemment décider de les punir avec l'aide de Mark et de Amanda. Et cette histoire, c'est ce qu'on voit dans le 10e film, donc dans le dernier. C'est pour ça que moi je vous raconte vraiment dans l'ordre chronologique parce que les derniers sont pas la fin de l'histoire pour autant. C'était vraiment avant en fait. Bref, dans le 2e film, Amanda,
elle va elle-même participer à l'épreuve parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est important qu'il y ait toujours un des membres de Jigsaw qui soit dans l'épreuve pour vérifier que tout va bien. Et donc Amanda sera dans cette épreuve-là. Et donc le principal candidat de ce deuxième film, ça va être l'inspecteur Matthews. Mais il y a plusieurs personnes qui sont mises à l'épreuve dans l'épreuve du gas house, dont son fils d'ailleurs. Et toutes les personnes qui sont dans la gas house sont des anciennes personnes qui ont été interpellées par Matthews. Mais en vrai, eux, ils sont testés pour des raisons diverses, mais la personne qui est testée le plus, c'est Matthews. Et en fait, John, il veut voir qu'il se repentit et qu'il va pas directement être dans la violence. Sauf que, évidemment, Matthews va échouer et il va agresser John. Donc, John va l'amener dans les lieux de la première épreuve, donc du premier film, et il va l'enfermer là. Et lui, contrairement au docteur Gordon à Lawrence, il va pas scier sa cheville, il va casser sa cheville pour, du coup, le démembrer, pour le faire passer à travers la menotte. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et sauf que Amanda, elle va pas du tout être contente que Matthews, il s'en soit sorti et qu'il trouvait un moyen de s'échapper. Parce que pour elle, il ne s'était pas repenti. Et donc elle va essayer de lui courir après pour le tuer. Sauf qu'au final, John, il va récupérer Matthews, qui est un peu shooté et à moitié mort. Et il va le garder en captivité pour l'utiliser pour une épreuve qui viendra un peu après. Donc il va le réutiliser pour l'épreuve du film 4. Et malheureusement, il mourra officiellement dans le film 4 après l'épreuve. Dans le troisième film, donc l'autre médecin qui avait annoncé à John son cancer, c'était Lynn, et elle va être mise à l'épreuve avec son mari Jeff, même si nous on apprendra qu'ils sont mariés que à la fin du film, c'était supposé être un peu le dénouement du film. Et Jeff lui va être mis à l'épreuve parce qu'en fait il s'est pas remis de la mort de son fils. Et donc, John, il le met à l'épreuve pour qu'il apprenne à pardonner les gens qui ont participé à la mort de son fils, pour qu'il arrive à passer à autre chose. Encore une fois, je trouve ça vachement hypocrite de la part de John quand lui, s'il fait tout ça, c'est parce qu'il a jamais accepté le fait qu'il a perdu un fils, tu vois. Enfin, entre autres, mais du coup, je le trouve un peu hypocrite. Mais encore une fois, on n'essaie pas de chercher des raisons et des explications à John. Et donc, pendant ce troisième film, on pense que c'est ces deux personnes-là qui sont en train d'être challengées, sauf qu'en fait, il y a aussi Amanda qui est en train d'être testée par John, parce que John, il commençait à se rendre compte qu'Amanda, elle avait un peu une personnalité ingérable et qu'elle n'arrivait pas à contrôler ses émotions et que justement, elle laissait trop souvent ses émotions prendre le dessus et que elle commençait un peu à devenir comme Mark, c'est-à-dire qu'elle laissait plus trop de chances de survie aux candidats. Et donc ça, c'est impossible. Selon John, c'est impossible de faire ça. Il faut toujours leur laisser une chance, même s'il y a 90% de taux de mort dans les épreuves de John. Non, il faut leur laisser la possibilité de survivre. S'ils ne survivent pas, c'est leur problème. Sauf qu'Amanda, elle laissait vraiment aucune chance de survie. Donc, il a voulu la tester elle aussi parce qu'il savait qu'elle allait mourir. Et du coup, il voulait que la personne qui allait prendre le relais dans le travail de Jigsaw, ce soit quelqu'un en qui il ait confiance. Donc, il avait envie de tester Amanda. Sauf que malheureusement, Amanda s'était vouée à l'échec. Elle allait pas réussir son épreuve parce que de son côté, elle se faisait menacer par Mark Hoffman qui lui était au courant que cette fameuse nuit où Cecil, il a tuer l'enfant de Jill, et Amanda elle faisait partie, en fait elle était là aussi, et donc Mark il la menace en disant si tu ne tues pas Lynn, et je vais dire à John que t'étais là le jour où son fils est mort. Et du coup Amanda elle va tuer Lynn. Mark il savait que si Amanda tuait Lynn, ça veut dire qu'elle échouerait son épreuve et ça veut dire que ce serait lui le successeur officiel de Jigsaw. Et donc, en effet, Amanda va tuer Lynn. À ce moment-là, Jeff va arriver, il va voir Amanda tuer Lynn. Du coup, il va la tuer elle. Donc, Amanda meurt. À ce moment-là, John, il est dans un état vraiment pas bon, mais il est encore vivant. Et Lynn, malgré le fait que Amanda lui tire dessus, elle est encore vivante. Sauf que Jeff, il est tellement énervé de ce qui vient de se passer. Sa femme, elle est blessée. Et après tout ce qu'il a vécu dans le film, il va décider de tuer John en lui tranchant la gorge. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que si le cœur de John arrêtait de battre, il y avait une bombe qui était autour du cou de Lynn qui allait exploser. Et donc, Lynn meurt, officiellement sa tête est explosée, John est mort, Amanda est mort, et c'est comme ça que le troisième film se termine. Sauf que nous on sait que tout de suite après, il y a l'inspecteur Strom qui va arriver et qui va voir Jeff, il va voir la scène, il y a plein de morts. Du coup, Jeff, il va commencer à s'attaquer vers Strom, et Strom il va le tuer parce qu'il va se dire « Oh mec, je suis un policier, tu t'attaques pas à moi » et du coup il va le tuer. Et donc Peter Strom, il va se retrouver dans cette salle et il va se retrouver enfermé puisque Mark Hoffman, il va venir et justement pour l'enfermer dans cette pièce. Sauf que Peter Strom, il va réussir à s'échapper un peu et trouver un endroit pour partir. Mark va le retrouver, il va l'endormir et il va lui mettre dans une épreuve. Et Mark, il va partir, il va se dire c'est trop bien, je suis le seul survivant.
Parce que oui, en fait, pendant que tout le troisième film se passait, il y a le quatrième film qui se passe en même temps. En gros, le troisième film et le quatrième film se passent au même moment. L'épreuve de Lynn et Jeff se passe au même moment que l'épreuve d'un autre détective, je me rappelle plus, j'ai pas noté son nom. Et pendant cette épreuve, la personne qui est au centre de cette épreuve, c'est Mark. Et il se fait passer pour une victime. Et il y a d'ailleurs, comme j'ai dit, l'inspecteur Derek Matthews qui est aussi dans cette épreuve. Bon, au final, dans le quatrième film, tout le monde meurt, le seul qui survit c'est Mark. Et vu que c'est la fin de cette épreuve, il va du coup retourner sur le lieu où il allait retrouver Amanda et John. Sauf que au final, tout le monde est mort. Et c'est là qu'il enferme Peter Strahm. Et après, il va aller récupérer la petite fille de Lynn et Jeff qui avait été emprisonnée. Et il s'est dit, je vais quand même la libérer. Comme ça, je passe pour le gentil. Je suis le seul survivant. Tout le monde est mort. Peter Strahm est mort. Je suis le sauveur. Je viens de sauver la fille de Jeff et Lynn. Sauf que Amanda, avant de mourir, elle était allée voir la fille de Jeff et de Lynn. Et elle lui avait dit, n'aie pas confiance en la personne qui viendra te sauver. Parce qu'elle savait que ça allait être Mark. Donc la petite fille de Jeff et Lynn, une fois qu'elle a été sauvée par Mark, elle va dire à la police, on m'a dit de pas avoir confiance en lui, et à partir de là, la police va commencer à suspecter Mark Hoffman. Surtout que, ce qu'il n'avait pas prévu, Mark, c'est que Peter Strahm, il a survécu à son épreuve, il a fait un trou dans sa gorge, une trachéotomie je crois, quelque chose comme ça, pour respirer, et donc il va réussir à s'en sortir. Et donc Mark, il n'avait pas du tout prévu ça, parce qu'il devait être le seul et unique survivant, et donc suite à ça, la police va commencer à suspecter Mark, et Peter Strahm, il va vraiment suspecter Mark. Sauf que Hoffman, il va faire en sorte que toutes les preuves mènent à Peter Strahm. Et donc tout ça, c'est ce qu'on va voir dans le cinquième film. En fait, c'est Mark qui essaye de faire en sorte que tout accable Peter Strahm. Peter Strahm qui va essayer de découvrir l'identité, de découvrir que c'est bien Mark Hoffman qui est derrière tout ça. Il va finir par le découvrir, ce qui va malheureusement mourir dans une des scènes les plus horribles que j'ai vues. Et encore, dans Saw, tout est dégueulasse, mais je crois que c'est parce que j'étais attachée au personnage de Peter Strahm, du coup la manière dont il meurt, s'il est écrasé entre deux murs, en fait, c'est horrible. Bref, dans le sixième film, malgré que Mark ait tout fait pour que Peter Strahm soit accusé, et vu qu'il n'a pas été trouvé parce qu'il s'est littéralement fait écraser entre deux murs, et ben il n'est pas tiré d'affaire pour autant, parce que la police, ils avaient quand même des petits doutes suite à ce que la petite fille de Jeff et Lynn avait dit, donc il surveillait de très très près Mark. De son côté, Jill, elle va recevoir des instructions post-mortem, je crois que ça se dit comme ça, de la part de John, et dans ces instructions, ça va viser à mettre Mark Hoffman à l'épreuve. Et vraiment, pour la faire courte, va y avoir un bain de sang énorme. Mark, il va pratiquement tuer la police entière, vu qu'ils vont découvrir que c'est lui, il va tuer tout le monde dans la police. Il va trouver Jill, sauf que elle va réussir à le piéger lui, et il va se retrouver dans une épreuve, sauf qu'il va réussir à s'en sortir et il ne va pas mourir. Et donc dans le septième film, qui était supposé être le dernier film de la saga, ça va se concentrer sur du coup le fameux Bobby dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est en train de vivre son épreuve. Mais c'est surtout concentré sur le fait que Mark, il essaye de retrouver Jill, et il va la retrouver et il va la tuer. Et du coup il s'est dit ok c'est bon, j'ai tué tout le monde, maintenant je vais partir en cavale. Sauf que il se fait capturer par 3 personnes, et on apprendra que une de ces 3 personnes, c'était Lawrence Gordon, qui du coup était le fameux disciple secret. Donc Mark, il n'était pas au courant qu'il restait une personne qui savait qui il était. Et donc Lawrence, il va capturer Mark et il va l'enfermer dans la fameuse pièce du premier film, dans la salle de bain. Sauf qu'il va lui laisser aucune chance de survie, et du coup Mark va mourir dans cette salle de bain. Et voilà comment l'histoire se termine pour l'instant, parce que si j'ai bien compris, il y a d'autres films de prévus, en plus du 10e que du coup j'ai vu. Là, je vous ai vraiment résumé du premier film jusqu'au 10e film. J'espère que ça a été assez clair. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de personnages principaux, puis il y a des secondaires, il y a des épreuves secondaires dont j'ai pas forcément parlé de tout. Mais j'espère que ça a été clair. I hope. Donc on va pouvoir maintenant passer à l'origine du film et comment il a été créé. Le film Saw, c'est l'idée de 2 amis, donc il y a James Wan et Lee Whannell. Lee Whannell qui est d'ailleurs l'acteur qui joue Adam dans le film original, le premier. Il faut savoir que la plupart des scènes d'horreur qui sont dans le film, c'est des cauchemars que eux, ils ont eu quand ils étaient enfants en fait. Genre vraiment, tout sort de leur tête. Et les deux, ils avaient filmé un court-métrage en 2001, et ce court-métrage, il a vraiment servi de base et de modèle pour les futurs films qui viendraient, puisqu'il y avait vraiment une teinte de couleur qui est spécifique à Saw, vous savez, un peu rouille, un peu jaune, un peu pâle, et les mouvements de caméra très rapides pour montrer le stress des candidats, des personnages.
Et donc ça, ils ont vraiment repris le même style qu'ils avaient fait dans ce petit court-métrage de 2001. Et c'était un moyen pour eux de promouvoir leur idée. Ils allaient d'agence, enfin de studio en studio pour leur montrer leur idée. Et dans ce court-métrage, Lee, il va jouer à nouveau un autre personnage. Donc on ne sait pas si c'est Adam ou non. On pense que non parce que sinon c'est pas logique par rapport au film Saw. Mais en tout cas, il joue à nouveau un rôle principal dans ce court-métrage. Et il est dans l'épreuve du Reverse Bear Trap qui est une des épreuves les plus connues de Saw. Et donc grâce à ce court-métrage, ils vont réussir à attirer l'attention de Evolution Entertainment. Et suite à ça, Evolution Entertainment, ils vont créer une branche spécial film d'horreur qui va s'appeler Twisted Pictures et ils vont donner un tout petit budget de 30 000 $ à James et Lee pour produire leur film. Et c'est pour ça que le film, il a été fait en 18 jours, top chrono, et tout a été filmé dans un même bâtiment, dans une même pièce quasiment. Et c'est pour ça que Saw, c'est le film le plus rentable et le plus bénéfique de tous les temps d'après BBC. Parce qu'il a coûté si peu, il a rapporté tellement d'argent. Les acteurs qui ont joué dans ce film, ils ont filmé les scènes dans l'ordre chronologique du film pour vraiment ressentir ce que les personnages ressentaient en fait, pour vraiment avoir une performance sincère. Et pour transmettre les émotions des personnages aux téléspectateurs, James, il va décider de filmer d'une manière spécifique chaque personnage. Lawrence, qui est vu comme une personne qui est assez genre grounded, il est un peu plus calme, ça va être filmé en caméra statique. Là où Adam, qui est beaucoup plus dans les émotions, qui est un peu plus fou, il va être filmé avec une caméra mobile. Donc il y a beaucoup plus de mouvements, c'est moins statique. Et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça, mais la prochaine fois que je regarde, il faudra que j'y fasse attention. Mais j'adore quand on met en place des petits détails comme ça qui, sans s'en rendre compte, ça nous met en effet dedans. Et un petit fact, Shawnee Smith, j'espère que je le prononce bien, qui joue Amanda, elle a eu le rôle d'Amanda parce qu'en fait, James, il avait un crush sur l'actrice depuis qu'il était ado. Et du coup, quand la casting director, elle lui a demandé qui tu veux pour le rôle d'Amanda, il a tout de suite pensé à elle. Et au début, elle était pas chaude de faire le film, mais elle a vu le court-métrage et elle s'est dit ouais, ok, c'est stylé, let's go. Dans le film Saw, il y a vraiment beaucoup de références à d'autres films d'horreur parce que vraiment, James et Lee, ils adoraient les films d'horreur. Donc il y a des références à Rear Window de 1954, Trainspotting de 1996, Deep Red de 1975. Il y en a d'autres, mais j'ai pas tout noté. Mais pour ceux qui sont vraiment des fans de films d'horreur, il y a beaucoup de références. Un autre fact, c'est la poupée, du coup la poupée Jigsaw qui s'appelle Billy. Contrairement à Chucky, elle n'a pas été inspirée d'une poupée déjà existante. Vraiment, allez voir ma vidéo sur Chucky si vous voulez avoir plus de détails. Là, pour le coup, la poupée Billy, elle a été faite à 100% de l'imagination de James. Et elle a été faite à base d'argile, de papier mâché et de balles de ping-pong. Genre vraiment, le premier film, on était sur un truc vraiment low budget. Hein. Au début, ça devrait vraiment être qu'un seul film unique. Les mecs, quand ils avaient écrit leur film, ils ne devaient pas avoir de suite. Sauf que tu connais, l'argent ça donne envie puisque comme je vous ai dit, celui-là il a engendré 100 millions de $. Donc forcément tu te dis bon on va peut-être en faire d'autres, ça nous fait un moyen de gagner de l'argent. Et donc maintenant on va parler de la suite, donc des films Saw 2 jusqu'à 7 et Jigsaw et Saw 10. Le deuxième film, dans la même idée que le premier, ça aura été filmé vraiment tout dans le même bâtiment. Et pourtant le budget cette fois-ci il était 4 fois plus conséquent par rapport au premier, mais ils voulaient rester sur vraiment ce truc de on fait tout dans un même endroit, ça rend mieux, et en effet. Et à la base, ce deuxième film il devait être un film à part entière qui devait s'appeler The Desperates. Mais puisque l'histoire, elle était si proche des films Saw, et vu que Saw à ce moment-là avait vraiment un succès grandissant, en fait le script il a été repris, il a été modifié un petit peu et puis boum, c'est devenu Saw 2 du coup. Et ça a fait partie de la franchise. Un petit fact que je trouve intéressant pour éviter les spoilers, puisque c'est vraiment quand même assez réputé pour ça. Saw, t'as vraiment un retournement de situation à la fin. Les acteurs, ils ne recevaient pas les 25 dernières pages du script pour justement qu'ils soient pas au courant de ce qui se passe. Et ils filmaient 5 fins alternatives. Comme ça, eux-mêmes les acteurs, ils savaient pas du tout comment le film allait terminer puisqu'ils en ont filmé plusieurs. Une des épreuves du deuxième film, l'épreuve Razor Box Trap, où Addison, elle se retrouve coincée avec les mains qui se font lacérer par des lames. À la base, l'idée originale, c'est qu'elle était forcée d'appuyer son visage contre des lames de rasoir pour se libérer. Et elle aurait dû du coup survivre à cette épreuve et juste être défigurée. Sauf qu'au final, un peu comme j'ai pu en parler dans la vidéo sur Chucky, l'idée, elle était vue comme pas réalisable en tout cas pour ce film-là.
mais elle n'a pas été abandonnée puisque cette idée d'épreuve a été réutilisée pour l'épreuve de Cecil dans le 5e film. Dans le 3e film, une des scènes pareil qui m'a le plus dégoûtée, c'est une scène où un candidat il est attaché et il est forcé à recevoir des carcasses, de la bouillie de cochon, de porc sur le visage. Oh, c'est vraiment horrible. Et bah, cette scène, elle a rendu Lee malade, alors que c'est lui qui l'avait écrit, tu vois. Sauf que dans les faits, c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais, non, j'avoue, je crois que c'est une des épreuves aussi que j'aime le moins. En vrai, de manière générale, tu vois, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en vrai, de manière générale, elles sont toutes dégueulasses, mais j'avoue, spécifiquement, genre la bouillie de porc, genre... Ouf. J'espère que vous regardez pas cette vidéo en mangeant. Un fact que je trouvais super intéressant, c'est que vu que la saga elle est connue pour son bain de sang, et bah il y a les studios qui ont mis en place un don du sang. Si les téléspectateurs voulaient regarder le film gratuitement, ils devaient juste donner leur sang à l'organisme American Red Cross. Et donc grâce à ce système qui a été mis en place, ils ont pu obtenir 60 000 litres de sang. Je trouve ça cool parce qu'ils ont vraiment utilisé la DA de Seau qui est genre un bain de sang pour du coup récolter de l'argent, récolter du sang plutôt pour une association. En vrai, je trouve que l'idée est bonne en fait. C'est vraiment du marketing tip top. Dans le 4e film, le corps de John Kramer de l'autopsie, c'est 100% fake. Donc c'est pas l'acteur qui est là et qui est en train de... Il n'y a pas de SFX. C'est vraiment fait de A à Z. Et du coup, l'acteur qui joue Mark Hoffman, Costas Mandylor, il était même super mal à l'aise lorsqu'il a tourné cette scène parce qu'il avait vraiment l'impression que c'était Tobin Bell qui était là. Et donc quand il devait voir le corps nu, ça l'a vraiment beaucoup dérangé parce que pour lui c'était l'acteur, tu vois. Et c'est vrai que le maquillage, le SFX dans ce film c'est fou, hein. Enfin, de savoir que c'est pas du tout l'acteur et que c'est vraiment 100% du fake, waouh. Dans le 5e film, Scott Patterson qui joue Peter Strom, il savait pas que son personnage il allait mourir. Et en fait, c'est quand il est allé dans les bureaux SFX justement pour qu'il fasse un modèle de son visage. Non, un modèle de son bras. C'est là qu'ils lui ont dit « Ah, mais tu savais pas, on fait ça parce que tu vas mourir. » Genre le mec, il a appris sa mort comme ça. Et donc dans la même idée, Costas, qui du coup joue Mark Hoffman, il savait pas qu'il allait mourir à la fin du 7e film parce que du coup ils avaient filmé plusieurs fins alternatives. Et vu qu'à la fin du 7e film, c'est pas vraiment clair s'il a survécu ou non parce qu'on le voit pas mourir, ça a été confirmé par la suite qu'il était vraiment mort. Le personnage de Lawrence Gordon, il devait réapparaître vu que c'était un des disciples de John, sauf que en fait, il est pas revenu plus tôt parce que l'acteur Cary Elwes, I don't know. Il a refusé de revenir et il a dit je reviendrai que pour le dernier film. Bon, au final, mec, tu t'es fait avoir parce que c'était pas le dernier film. En gros, il a refusé pour des raisons de différence au niveau du salaire. Quand il avait signé pour le premier film, il avait signé pour 1% des profits et vu que le film, comme je vous avais dit, il avait engendré 100 millions de dollars, ça veut dire qu'il aurait dû recevoir 1 million de dollars pour sa performance dans le premier film, sauf qu'au final, il a reçu que 70 853 dollars, donc beaucoup moins que ce qu'il devait recevoir. Et donc, il s'est dit, bah allez vous faire foutre, je reviendrai pas, je reviendrai que pour le dernier film, histoire que les fans soient contents, mais sinon, genre, ciao en fait. Un petit fact que je trouvais intéressant, quand je vous ai dit que Mark il se faisait capturer par 3 personnes à la fin du 7e film, donc on sait qu'il y a Lawrence Gordon. Il y a beaucoup de théories de fans sur le fait que les 2 autres personnes qui capturent Mark avec Lawrence, ce sont les 2 jeunes garçons qu'on voit au début du 7e film justement. Et donc en effet, le 7e film ça devait être le dernier parce que le 6e il avait pas super bien réussi, sauf que franchement à force c'est redondant mais vous savez c'est toujours l'argent qui les motive. Petit aparté très rapide sur le spin-off Spiral, moi je l'appelle un spin-off, je sais pas si d'autres le voient comme faisant partie de la franchise Saw. Moi non, je l'ai pas regardé, j'ai regardé tous les films Saw mais j'ai pas regardé Spiral et du coup bah je vais pas en parler dans ma vidéo tout simplement parce que je suis pas apte à en parler parce que je l'ai pas vu et c'est vrai que j'essaye du mieux que je peux quand je choisis mes sujets de vidéos YouTube de faire des choses que j'ai vues parce que sinon je trouve que je suis qui pour en parler. Et encore une fois, je vous invite à aller voir des vidéos de CZ's World où lui il parle vraiment de tout. C'est vrai que moi c'est ma vidéo YouTube, c'est ma chaîne YouTube, du coup j'ai choisi de pas en parler parce qu'un peu comme ce que j'avais dit dans ma vidéo de Chucky sur le Child's Play de 2019, pour moi on n'est pas sur des films qui font vraiment partie de la franchise en tant que telle. À partir du moment où pour moi on retrouve pas des personnages emblématiques, qu'il n'y a pas de référence aux personnages emblématiques et que même la DA change, mais pour moi ça fait pas partie de la saga. C'est pour ça que j'en parle pas. Donc sorry but not sorry.
Bref, pour conclure, cette saga, elle a vraiment marqué les esprits. On le voit, puis même encore aujourd'hui, les gens ils aiment et c'est pour ça qu'ils continuent à en faire d'autres. Parce que j'ai vu le 11e film, il est prévu de sortir en septembre 2025. Donc clairement, ils sont pas prêts de s'arrêter et comme moi j'ai dit pour Chucky, je continuerai à regarder moi tant qu'on me fournit des films et je suis pas très dure à satisfaire, et bah je continuerai à regarder. Hein. Mais ce que je trouve fou, c'est que le personnage principal, il est mort depuis le 3e film et ils arrivent quand même à ressortir encore des films. Chucky, pour le coup, il est pas mort, donc c'est éternel, tu peux continuer à faire des histoires. Mais là, quand tu te dis que John Kramer, il est mort depuis le 3e film et on continue à avoir un 11e film, genre je me demande qu'est-ce qui va se passer en fait. Saw, en vrai de vrai, je crois que je l'ai découvert il y a que... Ouais, je crois il y a 3 ans, j'ai découvert Saw, donc je suis encore un peu novice. Donc j'étais pas sûre de vouloir faire une vidéo, mais c'est vrai que vu que je les ai tous regardés et que j'apprécie quand même, je me suis dit que je pouvais en faire une vidéo. C'est quand même une franchise culte, donc ça aurait été dommage de pas en parler. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue pour vous. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Chucky si vous l'avez pas encore vue. Je peux pas garantir au moment où je tourne cette vidéo qu'il y aura d'autres vidéos deep dive sur des films d'horreur pour spécial Halloween. Je peux pas le garantir parce que comme j'ai dit, je suis pas une très grande fan de films d'horreur, donc Chucky c'était très naturel, Saw c'était assez logique, mais là j'avoue que j'ai pas d'autres idées de vidéos deep dive spécial Halloween que je pourrais faire parce que bah, je suis pas une très grande fan de films d'Halloween. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura la semaine prochaine, ce sera une surprise. Mais donc je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour être sûr de pas la louper quand elle sortira. De toute façon c'est tous les dimanches à midi, jusqu'ici ça ne change pas. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du coup. Bye!